Bonjour, bienvenue tout le monde. Bonjour Vanessa, Julie, Marie-Claude, installez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire d'une série de trois pour explorer les grandes questions sur l'intelligence artificielle. C'est une initiative présentée par le réseau EdCamp, mais en collaboration avec l'école branchée, avec de DAIS. Et si vous avez manqué le premier webinaire sur lequel on parlait des questions et des enjeux éthiques, l'école branchée en a fait un résumé dans son fil d'actualité et on partage aussi le lien de rediffusion. On vous envoie ça dans le clavardage pour que vous ayez la chance d'en prendre connaissance. J'ai l'honneur d'être votre animatrice. Moi, c'est Stéphanie Dionne de l'école branchée. Mais vous savez, l'intelligence artificielle s'est démocratisée en novembre 2022 en offrant d'immenses possibilités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage, mais en soulevant aussi des grandes questions sur l'avenir de l'éducation. Pour commencer cet événement-là, j'ai envie de laisser la chance à notre présentatrice, dans le fond, Charlotte Demers-Landry, qui est directrice, en fait, gestionnaire des programmes au réseau EdCamp, vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Je vous présente le réseau EdCan. Le réseau EdCan, si vous n'êtes pas familier, c'est un réseau qui est pan-canadien. Puis on réunit des professionnels des milieux scolaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme la recherche puis les idées émergentes en pistes d'action concrètes pour soutenir l'apprentissage et le bien-être. Nous le faisons en offrant gratuitement des outils, des ressources éducatives, des événements qui appuient la mise en pratique. Vous pouvez accéder à encore plus de ressources puis profiter d'avantages exclusifs en devenant membre EdCan. Donc, si vous voulez visiter notre site web pour faire partie de notre communauté engagée dans l'innovation éducative et le bien-être en milieu scolaire. Et voilà. Merci Charlotte. J'ai envie de donner la parole maintenant à ma collègue Audrey Miller, qui est directrice générale de l'école branchée. Merci Stéphanie, merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup au réseau EdCan aussi pour cette initiative dont l'École branchée est fière d'être partenaire. En tant que média spécialisé en innovation pédagogique et en littératie numérique, nous, on avance depuis 30 ans aux côtés du personnel scolaire. Et s'il y a un sujet qui suscite autant d'intérêt que de questionnement aujourd'hui, ben, c'est bien l'intelligence artificielle. On le constate au quotidien dans notre couverture médiatique et aussi dans les nombreuses demandes de formation qu'on reçoit de partout au Canada. Alors, quelles compétences développer pour que nos élèves restent autonomes, critiques et confiants dans un monde où l'IA est déjà bien présente? Notre panel nous aidera assurément à y voir plus clair et à mieux comprendre comment l'école doit revoir certains de ses repères si elle veut demeurer pertinente. On gagne d'ailleurs tous à développer une culture d'innovation positive et éclairée en éducation. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à inclure l'école branchée dans votre veille professionnelle en vous abonnant, pas vous abonnant, en vous inscrivant à notre hebdo. C'est en plein sa raison d'être, donc on aura l'occasion de mettre le lien dans le clavardage. Et ben, tout comme vous, j'ai maintenant très hâte d'entendre les échanges qui s'en viennent, puis je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Audrey. J'invite maintenant Christelle Tesseno de DAIS à vous présenter sa présence et sa participation avec nous aujourd'hui. Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christelle, je travaille au DAES. Nous sommes un groupe de réflexion en politique publique et de leadership basé à l'Université métropolitaine de Toronto. Nous travaillons à l'intersection de la technologie, de l'éducation et de la démocratie avec l'objectif de bâtir une prospérité partagée et une citoyenneté forte au Canada. C'est dans cet esprit que nous sommes très heureux de co-organiser ce webinaire consacré aux compétences des élèves afin qu'ils puissent réussir dans un avenir qui est défini par l'intelligence artificielle. Alors que l'IA transforme les façons d'apprendre, de travailler, de participer à la vie démocratique, il est essentiel de vraiment réfléchir au savoir, aux aptitudes, aux compétences et de vraiment développer un esprit critique. Et je pense que les écoles, nos jeunes, pardon, c'est une bonne opportunité de pouvoir réfléchir là-dessus pendant l'heure qu'on partage. À travers nos travaux, notamment notre initiative Heads Up, nous cherchons à soutenir une adoption réfléchie des technologies en milieu scolaire, centrée sur l'intérêt des élèves, des éducateurs et de la société dans son ensemble. Je vais partager le lien après. Et nous espérons que les échanges d'aujourd'hui nourriront votre réflexion et contribueront à une conversation constructive sur l'avenir et l'éducation dans l'ère de l'IA. Merci d'être parmi nous et je vous souhaite un excellent webinaire.
Merveilleux. Merci, Christelle. Là, vous l'avez remarqué, vos micros sont fermés, c'est normal, c'est pour assurer la qualité des interventions avec nos invités. Mais on veut que vous puissiez faire partie de l'échange, utiliser le clavardage. Moi, ma fenêtre, elle est ouverte sur la droite. Faites du feu dans le clavardage, échangez dans le fond vos réflexions. Si vous avez des questions, on veut que vous puissiez vivre l'expérience avec nous. Répondez même aux questions qui sont lancées à nos invités. Ça va contribuer à enrichir les discussions. Donc, vous êtes avec nous. Fait que allez-y. Puis commencez aussi à nous dire d'où vous êtes, ce qui vous intéresse sur le sujet. Fait qu'on continue de vous suivre dans le clavardage. Bon, la grande question qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous rassemble, elle est dirigée autour des jeunes, des élèves, des étudiants. Puis je trouve ça important. Si vous avez vu, Audrey et moi, on porte le ruban des journées de la persévérance scolaire. Je trouve que c'est important de les embarquer dans la démarche, dans ces réflexions-là et de les mettre au centre des actions qu'on va déployer. Parce que je pense que s'ils se sentent compétents, on peut penser que c'est un levier de persévérance scolaire. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, elle transforme mais notre rapport au savoir, à l'effort et à la production intellectuelle. Quelles sont les compétences que les élèves doivent posséder pour réussir? Réussir à l'école, mais réussir dans leur vie qui se transforme. Mais notre vie à tous, en ce moment, elle se transforme avec l'arrivée de l'IA. C'est le moment de vous présenter nos invités spéciaux. Je leur ai demandé de vous partager, après leur présentation, leur phrase d'inspiration, celle qui est au cœur de leur réflexion avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, mon premier invité, il est enseignant d'informatique à l'école secondaire de Rochebelle et consultant en technologie éducative, particulièrement spécialisé sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Simon Duguay! Bonjour! Salut! C'est quoi ta phrase d'inspiration sur la thématique d'aujourd'hui? Je vais dire, une école qui se dit des temps modernes doit former les élèves à la réalité des temps modernes. Fait que s'il y Je a de sens pas l'IA, il faut philosophique comme former à ça. l'IA. Former à l'IA, former à être réflexif par rapport à l'IA, mais faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais je pense que si vous êtes ici avec nous, vous n'êtes pas dans cette posture-là, ça devrait bien aller. Exact. Merci, Simon. Mon prochain invité est professeur titulaire en technologie éducative et responsable du programme en éducation technologique et directeur du développement professionnel à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, Emmanuel Duplat. Wouh, wouh, Bonjour, bienvenue! bonjour. Quelle est ta phrase Alors, d'inspiration? alors, c'est une phrase que je répète souvent aux étudiants et qui est en lien avec l'innovation en général. C'est une citation de René Char et c'est impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. J'adore. J'adore. Il y a une grande part il y a une grande part d'unicité, d'humanité à travers Et puis, cette il faut citation-là. aller hors des sentiers battus très souvent et de plus en plus. Et en tout cas, on va en discuter. Voilà. J'adore. Merci, Emmanuel. J'enchaîne avec notre prochain invité. Il est directeur au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord et conseiller au Récit national des gestionnaires, nul autre que Marc-André Girard. Salut, Salut! salut, ça va bien? Yes! On commence avec les hommes aujourd'hui. Ouais. Moi, ma citation, j'ai le goût de vous ramener pas plus aussi loin que les années 1600 avec Montaigne, la fameuse tête bien faite contre la tête bien pleine. Donc, on est rendu là quand on parle de compétences pour nos élèves avec l'intelligence artificielle, avec un accès à toutes les données, toutes les informations. On a besoin de personnes, pas qui en sachent plus, quoique c'est important d'en savoir toujours davantage, mais à tout le moins, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait, puis est-ce que ce qu'on sait est vrai. Fait que tout l'aspect épistémologique, réflexif, esprit critique. Donc, 400 quelques années plus tard, bien, on est en train de parler des compétences du 21e siècle, mais en réalité, Montaigne a déjà levé la main, puis j'ai toujours cru que Montaigne était le père de la réforme ici au Québec. Merci Marc-André. On te suit pleinement. Hey, dans le clavardage, si vous avez envie de partager vos phrases d'inspiration ou ce que ça vous inspire d'entendre nos invités jusqu'à maintenant, allez-y.
Et nous serons complets avec notre invitée, notre prochaine invitée. Elle est chercheure à l'Institut de recherche en intelligence artificielle et professeure des universités à l'Université Côte d'Azur. Et elle a fondé le laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, l'INE, nul autre que Margarida Romero. Salut! Bonjour, merci. Donc, Marc-André, je te défie et je vais jusqu'en Grèce parce que moi, j'ai pris Socrate. Connais-toi toi-même parce que je pense que l'IA, il y a cette volée aussi métacognitif et donc en rajoutant donc à cette exigence de Simon sur les connaissances, c'est le fait de connaître comment on apprend, de connaître qu'est-ce qui nous fait humains et qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec les technologies et quelles sont les choses qu'en tant qu'humain on veut garder pour nous. J'adore. Moi, je dis souvent que les enjeux à l'ère du numérique et de l'IA ne sont pas tant technologiques, mais sont d'abord humains et relationnels. Je trouve que ça fait écho à ce que vous avez partagé. Merci. Fait que mettons la table sur la première grande question sur laquelle on veut vous entendre. C'est quoi les compétences, les habiletés que les élèves doivent acquérir là, aujourd'hui? J'ai envie de commencer avec Simon là, comme enseignant en informatique. Comment on doit les former, les jeunes, dans un monde en changement, mais particulièrement où il y a la présence de l'intelligence artificielle? Et oui, ils l'utilisent. Et oui, l'intelligence artificielle est maintenant partout dans nos appareils numériques et nos applications. Donc, Simon, j'ai envie de t'entendre pour commencer. J'aimais bien dans ce que tu disais, dans un monde en changement. Parce que oui, bon, l'intelligence artificielle est arrivée, puis là, on pourrait débattre sur la pertinence de les former, à savoir faire une bonne requête ou pas, à développer leur esprit critique, si on s'entend tous là-dessus. Mais si on dézoome un petit peu, je pense que si on veut former des citoyens qui sont capables de prendre des bonnes décisions dans la vie, ben, il faut premièrement amener nos élèves à comprendre ce qui se passe dans la vie, à ouvrir la classe sur le monde, à ouvrir la classe sur l'actualité, à développer leurs compétences informationnelles, euh, parce qu'ils vont avoir à mobiliser de l'information, puis avec l'IA, c'est ce qui se passe. Tu sais, l'IA va nous donner une information qui a une certaine qualité, qui peut avoir des biais, des choses comme ça, les amener à être capables de bien manipuler de l'information, les amener à être capables de bien déceler où il peut y avoir de la désinformation. Tu sais, on parle beaucoup avec l'arrivée de l'IA, ben, des fausses vidéos, des fausses images. Parfois, on va juste leur dire, oh non, mais compte le nombre de doigts sur la main, là, puis tu vas y aller, tu vas être correct avec ça. Mais concrètement, ça, on le disait il y a quelques années pour la génération de photos, on n'est plus vraiment là. Il faut les amener à être capables de questionner les sources, d'où provient une information. Les amener aussi à développer la collaboration puis le sentiment de communauté. Parce que, comme on le dit, on est dans un monde en changement. Là, on parle d'IA générative, mais dans quelques années, ça va peut-être être un autre sujet. Donc, je pense que, et c'est un bel exemple de ce qui s'est passé avec l'IA générative, comme communauté éducative, on s'est retroussé les manches, puis on a décidé de prendre ce dossier-là à plein corps. Ben, ça va être important que nos élèves soient capables de faire ça plus tard, qu'ils soient capables de mobiliser leur réseau, leur communauté pour affronter des problèmes. Donc, oui, on peut parler de littératie de l'intelligence artificielle, on peut parler de ces habiletés techniques-là, mais si on va plus large, je pense qu'il y a des habiletés humaines qui sont encore plus importantes qu'on développe chez nos élèves pour qu'ils soient capables de bien se débrouiller dans un monde qu'on ne connaît pas encore à quoi il va ressembler. C'est ça. Mais revenir, finalement, ça nous fait revenir à la base avec les compétences informationnelles, tu sais. Puis là, Mhm. maintenant, l'intelligence artificielle fait partie du portrait, donc ça amène une autre dimension. Mais j'aime que tu passes par développer cette compétence finalement informationnelle-là chez les jeunes d'abord. Mhm. Merci, merci Ça fait Simon. plaisir. J'ai envie de continuer avec Emmanuel. Pour toi, quelles compétences les jeunes aujourd'hui doivent acquérir? Alors, pour reprendre un peu l'histoire, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire parce que finalement, je me méfie des nouveautés. Plus ça change, plus c'est pareil. Et donc, si on regarde un peu l'histoire au niveau du développement des sociétés industrielles, je pars loin, hein, mais je vais arriver aux compétences. La société industrielle, ça a été de séparer la consommation et la production. Et les outils, parce que c'est connecté avec le développement des systèmes éducatifs et des systèmes socio-techniques, les outils nous permettent de plus en plus, à travers l'histoire, de reprendre en main la conception ou le design
Donc, c'est un peu ça le mouvement des technologies. De plus en plus, on peut concevoir et développer nos propres affaires. Et donc, il y a toute une histoire d'agencement qu'on trouve en philosophie. Et si on regarde les théories éducatives, c'est pareil. On va du behaviorisme au cognitivisme, au connectivisme. Tout ça, c'est toujours plus de pouvoir dans les mains de l'élève et toujours plus de mains sur le processus d'apprentissage. À partir de là, on retrouve, comme dans tous les différents rapports, les compétences du 21e siècle, à savoir ce qui est important pour le citoyen de demain, c'est sa pensée critique, sa compréhension algorithmique. Moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus. La créativité, la collaboration, tous ces trucs-là qui sont difficiles à évaluer, qui sont difficiles à standardiser parce qu'on arrive chacun avec notre bagage. Mais il y en a une en particulier qui me semble super importante pour le design et pour le futur, c'est tout ce qui est méta-apprentissage, savoir apprendre à apprendre. Savoir comment on apprend tout seul, comment on développe ses propres stratégies. Et c'est ça que les enseignants devraient, de plus en plus, ils devraient mettre l'accent là-dessus, apprendre à leurs élèves à apprendre par eux-mêmes. Et ça, c'est Ouais. pas, c'est pas évident, mais c'est ça pour moi la compétence clé. J'aime ça. Puis, admettons que tu veux mettre un peu de clarté pour moi sur les meilleures stratégies pour amener les jeunes à apprendre. Tu dirais que ce serait quoi? Ben, par exemple, je vous dis une utilisation de l'IA, j'ai prévu de vous dire dans la deuxième question, mais je vais vous la dire maintenant. Excuse! C'est un étudiant. Et utiliser l'IA pour aller contre son point de vue, par exemple. Tu ne vas pas utiliser l'IA OK. pour récupérer un point de vue, mais donner son point de vue à l'IA pour qu'elle donne les points de vue contraires, pour argumenter, vous voyez, pour développer son point. Voilà un type de stratégie d'utilisation technique qui permet de développer sa manière d'apprendre, de transformer ses propres stratégies. C'est un Hmm. exemple. Mais Oui, mais OK, j'aime après, il y a plein confronter de un peu ses méthodes, points de hein. vue. Pardon? J'allais dire, ça permet de confronter ses points de vue, ça élargit la compréhension finalement qu'on peut C'est avoir ça, à c'est partir ça. d'un sujet. OK, Et j'aime bien ça, ça. c'est une type de stratégie, mais Oui. après, il y a des méthodes que vous savez, quand le passage du secondaire à l'université, c'est tout un champ de recherche parce que c'est tous les développements de ces stratégies-là, justement, prendre des notes, savoir mémoriser quoi. Vous voyez, c'est les stratégies d'apprentissage, quoi. Donc, les développer chez les élèves, c'est pour moi très, très important. J'adore. J'irai vers Margarida. J'ai envie de t'entendre sur les compétences que les élèves devraient acquérir. Mhm. Donc, je peux que être d'accord avec les compétences transversales, donc et mettant au cœur la pensée critique. Donc, on ne peut pas être critique sans avoir des connaissances. Donc, ça, c'est un élément sur lequel il faut insister beaucoup auprès aussi bien des élèves que de nos collègues enseignants. C'est on a besoin d'expertise pour pouvoir avoir un jugement critique. On ne peut pas générer une image en histoire et voir des anachronismes si on n'a pas des bases sur une certaine période historique. Donc, on a besoin des connaissances, on a besoin aussi de ces compétences. On rentre dans un monde qui est de plus en plus exigeant. Les différents rapports internationaux pointent les besoins qu'il y ait de plus en plus d'élèves qui pas simplement persévèrent et réussissent les secondaires, mais qui arrivent au supérieur. Donc, on a un gros enjeu des sociétés qui est celui de voilà, faire apprendre au long de la vie et amener les plus de monde possible à des degrés de spécialisation très importantes. Et je pense, et je rajouterai deux éléments qui avec aussi la puissance des algorithmes, notamment des recommandations et les plateformes de contenu, sont importantes. C'est également la capacité de résistance, donc maintenir les focus et avoir une certaine agentivité, donc savoir Hmm. s'entreprendre vers un objectif et gérer l'attention. Donc ça, ce sont des éléments, c'est une lutte pour nous tous et pour les élèves, c'est être capable de résister au confort cognitif ou au confort émotionnel que les outils nous offrent. Oui, mais finalement, ça invite vraiment à amplifier finalement notre potentiel humain, nos qualités humaines, finalement, orientées vers un objectif. Fait qu'il faut être vraiment clair sur notre objectif, finalement, quasiment notre projet de vie. Marc-André, je m'en viens vers toi. Tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, il y a environ un mois, François Guité, Oui. François Guité était des nôtres.
Puis il m'a montré un mot vraiment intéressant il y a une quinzaine d'années, c'était vaticination. Ça, c'est une espèce de regard prophétique sur ce qui s'en vient. Donc, essayer de prévoir ce qui arrive. Puis, 15 ans plus tard, là, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a 15 ans, on parlait de technologie, Internet, puis on savait toujours pas plus, on se posait toujours la même question. Mais on s'obstine toujours à mettre l'accent sur les compétences disciplinaires, euh, sur la littératie en français, les numératie, bon, bref, les matières, les matières, les matières. Puis moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est les compétences transversales. Puis Margarita est pleine d'humilité, mais elle a développé un beau modèle il y a une dizaine d'années sur les compétences pour le 21e siècle aussi. Puis bon, elle a parlé d'esprit critique, mais il est question aussi de collaboration. Bon, on a parlé de pensée algorithmique ou pensée informatique, mais la collaboration est importante. Puis tout l'aspect des compétences socio-émotionnelles, c'est beau apprendre, c'est important de savoir plus, puis d'apprendre les éléments de base pour fonctionner en société, bien évidemment. Puis ça, il n'y a jamais rien qui va remplacer ça. Mais je me suis fait dire par une personne 1000 fois plus sage que moi, t'as beau tout savoir, qui va vouloir collaborer et travailler avec toi? Et puis, je pense qu'on est rendu à l'ère où est-ce que les compétences socio-émotionnelles sont hyper importantes, sont incontournables. On parle de bienveillance, on parle de tolérance, d'adaptation, d'écoute, de tolérance à l'ambiguïté aussi. Puis, il y a des systèmes d'éducation qui ont pris la balle au bon, comme par exemple en Finlande, où le programme, c'est un programme où il y a 7 compétences transversales qui sont centrales au cœur du programme, dans lesquelles les compétences disciplinaires de toutes les matières se greffent. Mais d'abord et avant tout, le but des Finlandais, c'est de fabriquer des humains de qualité, des personnes qui sont capables de fonctionner en société. Et dans tout ça, bien, les apprentissages qui sont en lien avec l'IA sont importants, mais d'abord, avant tout, les compétences humaines. Donc, l'agilité, la flexibilité, être capable de réagir aux inconnus, parce que on ne sait pas, tu sais, on a beau dire qu'est-ce qui est important, puis la raison pour laquelle on parle de compétences transversales, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est au bout du nez. On sait que ça va être complexe, on sait qu'on a des gros défis, on sait qu'on a besoin des uns des autres, les uns des autres, mais essentiellement, en travaillant sur des compétences transversales, ça nous permet de travailler beaucoup plus large puis de faire face à ces imprévus-là, les choses qu'on ne sait pas qui vont nous arriver, et à une ère où nos élèves sont de plus en plus anxieux, leurs parents aussi, les enseignants, puis même les directions d'école, bien, en travaillant sur la tolérance à l'ambiguïté, l'ouverture, la confiance, bien, ça va nous permettre justement de faire face à ces défis-là et puis de travailler en collaboration, faire face à la complexité également. C'est ça. Ça revient beaucoup à faire un équilibre entre les compétences disciplinaires puis les compétences socio-émotionnelles, transversales, très humaines qui permettent à tout le monde de développer son potentiel humain et non pas seulement académique. J'adore ce premier tour de discussion que vous avez eu là. Là, j'ai envie d'être un peu plus précise par rapport aux compétences des élèves qui va nous permettre d'interagir maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc, à quoi ils devraient devenir bons finalement pour surtout qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle. Puis là, je vais réutiliser vos mots beaucoup, là, avec un esprit critique, d'une manière efficace, puis orienté vers un objectif précis. Donc, commençons donc avec Emmanuel. T'as-tu le goût? Ben oui, alors J'étais en déjà fait, prêt tantôt. c'est J'ai vu. intéressant. Non, on parle du modèle finlandais, c'est intéressant parce que le Oui. modèle finlandais, une des potentielles clés de leur succès, c'est que le curriculum est développé par l'enseignant lui-même. Il y a une base ministérielle, mais il a une main très forte sur le curriculum. Et les compétences transversales, c'est très difficile d'en faire des curriculums standardisés, industriels, j'ai envie de dire. Donc c'est là la tension du truc, vous voyez. Donc, je reviens à l'histoire, parce que moi Oui. j'adore l'histoire. Donc si on regarde Papert, Seymour Papert et tout ça, à la base du mouvement Maker, tous ces trucs-là se situent hors de la salle de classe parce que c'est très difficile de les standardiser. Toutes les compétences globales, là, c'est très compliqué. Il y a deux qui m'intéressent particulièrement par rapport à l'IA, de discussion avec les étudiants. La première, c'est l'algorithmique, parce que je sais qu'il y a tout un mouvement no-code. Maintenant, c'est très facile de développer soi-même son application. Il y a eu une crise financière la semaine dernière sur les logiciels, parce que justement, on peut développer maintenant des logiciels très facilement. Mais
il faut comprendre comment ça marche. Parce que c'est un langage, il y a une grammaire derrière ça, derrière les machines, il y a une grammaire, et cette grammaire, elle est connectée avec la grammaire langagière. Et si tu comprends pas comment ça marche, vous voyez, tous ces outils-là, en fait, le problème ou la beauté, c'est qu'ils passent le test de Turing. Donc, on a l'impression qu'on parle avec quelqu'un, on a l'impression qu'il y a un point de vue en face. Non, c'est de la prédiction statistique et de la reconnaissance de patterns. Il faut jamais oublier ça, c'est juste des outils langagiers, mais il faut comprendre comment ça marche. Donc moi, je milite énormément pour qu'on développe dès le primaire des curriculums sur l'algorithmique et la pensée machine, que les gens comprennent comment marche un réseau de neurones synthétiques et la reconnaissance de patterns, parce que c'est uniquement cela que ça fait. Donc ça, c'est la première. Ça permet de développer plus de pensée critique. Ça, c'est vraiment la deuxième compétence qui me semble la plus importante aujourd'hui, parce que si vous prenez ce qu'on vous donne à bon frais, vous allez vous faire avoir. Vous voyez, il y a tous les phénomènes d'hallucination, il y a tous Oui. ces trucs-là. Mais j'aime à dire que quand on questionne ChatGPT aujourd'hui, on est en train de demander à l'homme blanc moyen et plutôt anglophone. C'est ça qu'on demande cet avis-là. Voyez, parce que ça, il y a un entraînement des réseaux de neurones qui est fait sur des textes existants et la majorité des textes existants est disponible. Ils sont produits par l'Occident et plutôt en anglais. Donc à partir de là, il faut jamais perdre de vue ça. À partir de là, la pensée critique, elle doit se développer là-dessus. Alors vous avez plein de recherches qui utilisent l'IA en fait pour développer la pensée critique. C'est-à-dire que si vous questionnez l'histoire de l'IA, si vous questionnez l'IA à partir d'un moment historique, vous aurez le point de vue dont je parlais. Et donc, ça permet de réfléchir à comment on a raconté l'histoire, par exemple, vous voyez, sans parler de l'IA. Mais ça permet aussi, il faut aussi avoir un point de vue critique sur l'IA, à savoir qu'est-ce qu'on nous donne, sur quoi, comment est construite l'information. Et les algorithmes sont super importants, et notamment parce que c'est tenu par des entreprises privées, quoi. Donc il faut absolument comprendre comment ça marche, et plus ça sera ouvert, plus je serai rassuré. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas trop, alors c'est un peu compliqué. Mais c'est ça, pensée critique et puis pensée algorithmique. Pour moi, c'est Algorithmique. les deux clés du. Des bases de la littératie de l'IA, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, OK. À l'heure actuelle. J'adore. Merci, merci Emmanuel. Euh, Margarida, là, j'ai envie de Oui. t'entendre. Puis là, je ne sais pas si toi, tu vas aller là, mais je sais qu'il y a un super modèle que tu as développé dont l'école branchée a fait la couverture parce que tu as fait une belle conférence lors de la Baracatique, un événement de nos partenaires de la Belgique. D'ailleurs, je vois Dominique Stéphane qui est à l'origine de cet événement-là dans le webinaire aujourd'hui, donc on le salue, mais qui permet justement de naviguer l'intelligence artificielle en éducation. Puis j'aimais beaucoup le contraste que tu as à travers ta conférence et ce modèle-là qui permet de dire, ben, on va pas faire en sorte que Ouais, on parle de volonté d'apprendre versus la forte tentation de déléguer l'effort. Fait que Mm. j'ai envie de t'entendre là-dessus à travers des compétences que les jeunes doivent développer pour mieux interagir avec l'IA. Mhm. Tout à fait. Et bonjour à Dominique et aux collègues belges aussi. Donc, Oui, j'ai vu Vanessa aussi, ouais. ah oui, Vanessa aussi, pardon. Ouais. Donc, oui, c'est qu'on on observe quand on fait des échanges ou des focus group avec des élèves et des enseignants dans un contexte Vegas. Donc, ça veut dire que ce qui est dit ne sort pas avec le nom de la personne qui a été dit, uniquement ce qui est dit. Donc, quand on libère la parole sur les usages cachés qu'il y a des liens, ce qu'on voit, c'est que a priori, nous adultes, on a par défaut un a priori des triches négatifs par rapport à l'usage des l'IA qui peuvent faire les élèves. Oui. Or, il y a quand même des usages qui sont extraordinaires, des élèves qui, notamment en contexte défavorisé, peuvent aujourd'hui utiliser un outil qui va leur aider à préparer des examens, qui va leur permettre de pratiquer des langues. Quelle est la différence? C'est que ces élèves-là, ils ont une volonté d'apprendre. Donc, cette volonté d'apprendre doit être au cœur de la démarche. Et à la fois, ce sont des outils qui nous permettent aussi, si on veut, ne pas faire l'effort. Et donc, on n'est pas engagé dans cet effort d'apprentissage et on ne croit pas à cet effort, un peu comme si on irait à la gym, on ferait une photo, un selfie, on partirait.
on ne croit pas à l'effort et il n'y a pas une épreuve à la fin dans laquelle on voit si on a entraîné ou pas. On peut être tenté aussi de se laisser porter. Mais ça, dans les dernières observations qu'on a fait, on a introduit une nuance qui est celle de la ressource. Il faut voir que certains usages non éthiques de l'IA, aussi bien côté enseignant que côté élève, viennent du manque de temps. Du manque de temps ou du manque de capacité à trouver de l'aide à l'extérieur, du manque de soutien émotionnel dans certaines tâches. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est peut-être un élément caché. Donc, on peut accabler une inspection parce qu'il s'est aidé de l'IA à faire un rapport. Si on ne donne pas les temps pour faire correctement les métiers, on ne pourra pas empêcher des usages qui sont non éthiques. Donc, je pense que l'IA vient à être un petit tsunami, un gros tsunami qui qui replace les cartes et fait voir peut-être des problématiques qui ne sont pas liées à l'IA, mais qui sont liées à la condition d'exercice du métier du côté enseignant ou du côté des cadres éducatifs, direction d'école, inspection, etc. Mais aussi pour l'élève. Est-on en train d'avoir des conditions quelles sont les conditions qu'on doit générer en classe et en dehors de Oui. la classe pour que l'élève puissent travailler. Je pense que c'est un gros, c'est un gros questionnement que l'IA vienne bousculer d'une manière importante. Tellement, mais on a beaucoup entendu justement parler de cette crainte de la tricherie, mais là, j'aime que tu viennes nous parler de, oui, mais le contexte derrière l'usage finalement interdit ou pas approprié de l'intelligence artificielle chez l'élève vient de d'autres choses, un manque de soutien, un manque, tu sais, wow, ça, pour vrai, c'est la première fois dont j'en entends parler. Puis moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est quand on essaye de déceler tout de suite la tricherie auprès des élèves, mais avant qu'on commence la session ou même l'année scolaire, il n'y a même pas eu de discussion par rapport à la réalité d'avoir accès à de l'intelligence artificielle et de nommer vraiment ce qui est attendu ou approprié ou inapproprié pour qu'il y ait ce dialogue constructif-là qui se crée. Donc, même juste cette étape-là, elle n'est pas franchie. Donc là, toi, Tout tu à viens de mettre quelque chose en lumière d'ultra important derrière ces craintes de tricherie. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi les conditions dans lesquelles les jeunes l'ont fait pour en apprendre davantage et mieux le soutenir? Puis encore là, je fais référence à la persévérance scolaire. Je trouve qu'il y a un levier important, mais on est rapide à vouloir agir sur, oh, il y a eu tricherie, poum. Mais donc, merci, Margarida. Je vais partager aussi, oh non, je pense que ma collègue le fait, l'article dont j'ai parlé là, d'entrée de jeu avec toi, qui est extraordinaire sur le modèle que tu as développé avec tes collègues. Et ça me fait m'en aller vers Marc-André Girard sur la question de qu'est-ce qu'il faut que les élèves développent pour bien interagir avec l'IA. On a parlé de plusieurs éléments déjà, mais j'ai le goût de revenir sur l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas seulement par rapport aux sources, puis par rapport à ce qu'on a, c'est par rapport à soi aussi. Puis, moi, je vois l'intelligence artificielle comme une réalité de modestie qui nous fait comprendre qu'on ne sait pas grand-chose. Tantôt, Margarida, tu m'as le défi avec Connais-toi toi-même. Moi, je te relance le défi avec tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien de Socrate aussi. Et si je sais rien, ben, il faut que je sois, faut que j'ai une attitude où est-ce que je considère ceux qui savent, ou pire, ceux qui savent, avec un certain degré d'esprit critique et de recul par rapport à ça. Je dois me protéger parce que si je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais ceux qui savent, il faut que je fasse attention. Puis là, on rentre des fois dans des discours qui ressemblent un petit peu à des sectes également, là. Donc, il faut faire attention de la façon qu'on interagit avec ça, puis comprendre notre propre vulnérabilité par rapport à la connaissance. Deuxièmement, on n'a pas vraiment parlé, mais la compétence numérique. La compétence numérique, c'est hyper important à l'heure actuelle. Ça fait 6 ans qu'on a un cadre de référence à la compétence numérique ici au Québec, 6-7 ans. Il est en train d'être revampé, mais de plus en plus, on parle de littératie de l'IA. Plus seulement de la littératie dans le sens large du terme, mais vraiment de l'IA. On va parler d'acculturation. Également, comment est-ce qu'on développe la culture de l'IA? Comment on développe le langage de l'IA? Comment on est capable d'entretenir des conversations avec nos enseignants, nos collègues, nos parents, nos élèves en lien avec l'IA? Parce que là, présentement, il y a comme
On n'en parle pas beaucoup dans nos écoles. C'est là, on sait que c'est là, mais d'avoir un dialogue ouvert avec nos élèves sur les attentes, sur le fonctionnement, ça tarde toujours, hein. C'est la même chose avec nos parents aussi. La citoyenneté à l'ère du numérique prend tout son sens également parce que, on en a parlé beaucoup pour les médias sociaux. Je pense qu'on a pris le train un peu tard, puis on est en train de reprendre également le train un peu tard pour l'intelligence artificielle. Donc, on est peut-être en train de refaire les mêmes erreurs. Finalement, une dernière compétence, une avant-dernière compétence qui n'en est pas une, mais l'intentionnalité. C'est pas parce que la technologie, elle existe qu'il faut vraiment l'utiliser. Donc, il faut trouver le bon outil pour faire le bon travail. Puis l'IA, c'est pas toujours le meilleur outil. Oui, des fois, il faut prendre notre bon vieux crayon puis écrire. Des fois, il faut faire différentes choses. Puis c'est pas vrai qu'il faut toujours qu'on utilise l'intelligence artificielle. Fait que c'est l'utiliser avec cette intention-là qui est claire, qui est partagée, et surtout qui est réfléchie. Puis je terminerai quand on va parler, en parlant d'agentivité, l'agentivité dans le sens aussi de résister à cette facilité-là, parce que l'IA, elle est agentique, et plus on avance, plus elle est capable de réaliser des tâches, et plus elle est capable de réaliser des tâches, mais plus on pourrait sombrer face ou échouer avec notre capacité à garder notre bout d'agentivité, puis laisser les choses être faites par la machine, alors qu'on veut garder un plus grand degré d'agentivité dans une perspective d'intelligence hybride. Fait que tu vois, mon summer school cet été, Margarida, m'a permis de me souvenir de tout ça. Bravo! Simon, j'ai envie de t'entendre sur la question. Je vais faire du pouce un peu sur ce que tout le monde on dit quand on parle de développer l'esprit critique, quand on parle de développer la métacognition aussi, puis là, je veux faire des liens entre ce que Emmanuel puis Marc-André ont dit. Tu sais, on veut que les élèves apprennent à apprendre, qu'ils soient plus conscients de ces processus-là, de bon, ben, comment est-ce que je vais venir acquérir une information, comment je vais développer un savoir-faire, c'est quoi les meilleures choses que je peux mettre en place, je me connais comme personne, c'est quoi qui marche mieux avec moi. Et ça, c'est important si on veut les amener à développer cette intentionnalité-là derrière l'utilisation des outils, dans le sens que souvent, quand on parle d'apprentissage scolaire, on est comme le chemin principal, l'école avec les enseignants. Bon, l'élève, c'est moi qui va lui... Là, je parle d'une perspective un peu caricaturée du traditionnel, mais on va enseigner les savoirs, les élèves vont apprendre, je vais lui donner un devoir, l'élève lui-même et seul va faire ce dit devoir par là. Mais il y avait des chemins connexes. Bon, des chemins connexes que je veux dire illégaux. Là, tu sais, l'élève qui demande à son voisin de faire son travail ou des choses qui va sur Wikipédia, qui fait du copier-coller. Mais outre ça, pour les savoirs scolaires, souvent les enseignants, on était là. Mais là, si un élève, la fin de semaine, a une question de mathématiques, il peut la demander à ChatGPT. Puis souvent, il y en a bon qui vont demander à leur père, à leur mère, mais c'est pas tous les élèves qui ont des parents qui ont un capital scolaire nécessaire. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que ChatGPT est le meilleur tuteur pour nos élèves pour les aider en mathématiques? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Mais faut avoir cette réflexion-là parce que peu importe si comme milieu scolaire, on a cette réflexion-là ou pas, les élèves vont le faire pareil. D'où le Oui. fait que c'est important qu'on les forme à ça, qu'on les amène à être capables de se questionner sur quel outil je devrais mobiliser et quand je vais le mobiliser, pour quelles raisons, est-ce que ça m'aide dans mon apprentissage, est-ce que ça m'aide pas dans mon apprentissage, est-ce que ça m'aide à réaliser des choses, est-ce qu'au final, je pourrais finir par venir atrophier une compétence parce que je dépends trop de ça. Donc, d'amener l'élève à avoir toutes ces réflexions-là, parce que même si on lui dit, tu n'as pas le droit d'IA dans tes devoirs, dans ton étude, ben, il y a peut-être des élèves qui vont aller le chercher quand même. Puis certains pourraient dire, ben, c'est pas juste, mon voisin, ses parents sont bons à l'école, ils peuvent l'aider, pas moi. Ben, moi, c'est l'IA qui va pallier. Mais comme réseau scolaire, c'est une réflexion qu'on doit avoir et sur laquelle on va devoir prendre acte. Parce que, comme je l'ai Oui. dit, notre inaction fait juste que les élèves continuent d'essayer des choses de leur côté. Je pense qu'on peut les guider là-dedans et on peut les amener à développer autant l'esprit critique, l'agentivité nécessaire que les compétences métacognitives pour qu'ils soient capables de mobiliser les bonnes choses au bon moment. J'adore tout ce que vous avez amené là, plus précisément pour bien interagir ou bien utiliser l'intelligence artificielle pour les élèves. Euh, c'est wow, ça nécessite un dialogue de développer les compétences numériques. Puis là, ce que j'entends puis que j'ai envie de nommer, c'est que ça va être difficile de bien le faire sans les parents aussi. Donc, il va falloir les embarquer dans la machine pour qu'ils puissent
aussi avoir ces repères-là de quand est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement aider et éviter les dérives parce qu'il y aura toujours des dérives possibles avec l'utilisation des technologies. Donc, il faut savoir comment faire une utilisation qui va être réfléchie, pertinente, intentionnelle. Bref, tous les qualificatifs que vous avez dit, j'ai adoré. On va s'en aller. En fait, on va continuer euh, parce que là, on a parlé beaucoup de compétences globalement avec le contexte de l'IA, maintenant plus spécifiquement pour interagir avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant, comment leur expérience d'apprentissage devrait être transformée aujourd'hui dans ce contexte-ci? Je vais commencer avec Margarida. Comment est-ce que ça devrait être différent pour permettre de développer ces compétences-là, là? Comment on devrait l'imaginer finalement? Et je vais me remettre à ce qu'il y a une certaine consensus. L'enseignant est la clé. Donc, mais par contre, il y a beaucoup trop sur les épaules des enseignants. Et donc, je pense que tout d'abord, c'est en s'assurant que les gens vont bien. Donc, que les enseignants, les équipes aussi, direction, inspection, etc., et ils vont bien. On voit un grand mal-être, beaucoup d'abandon précoce dans les métiers, etc. Donc, je pense que c'est un préalable, s'assurer qu'il y a des bonnes conditions d'exercice des métiers. Et après, moi, je suis pour la politique des petits pas. On voit parfois des actions type café, des cafés IA, donc dans lesquels voilà, on échange et puis les enseignants libèrent la parole. Il y a même des personnes qui pensaient faire des choses incorrectes et ils se rendent compte que non, qu'au fait, si on utilise notre propre matériel pour faire un quiz, on n'est pas en train de déléguer de manière incorrecte, on est en train de donner une vie différente à un matériel qui nous appartient. Donc, on peut libérer aussi d'une certaine culpabilité à certains enseignants qui utilisent l'IA par manque de temps sur certains éléments, mais qui peut-être pensent que c'est incorrect. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là, communauté, qui est d'autant plus important. Et ces aspects de coéducation qui sont déjà apparus, quand on a repéré donc, quels sont les usages de l'IA et où ça pose problème, ce n'est pas en classe. Et dans les contextes français, là, il y a un cadre d'usage de l'IA, c'est très clair, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser, quels sont les outils d'IA éducative, etc. Donc, voilà, les choses sont assez claires. La problématique vient à l'extérieur de la classe. Donc, toutes les problématiques, souvent d'écran et des problématiques d'usage passif et d'accès à des contenus, etc., c'est plutôt à la maison. Et c'est là où c'est une difficulté énorme, où toutes les personnes qui ont des enfants à la maison, on est confrontés. C'est qu'est-ce qu'on peut offrir et comment on n'est pas isolé des groupes sociaux qui sont dans les espaces numériques. Il y a tout je pense que ça devrait être des choses sur lesquelles nous, en tant que communauté enseignante, mais aussi en tant que société, on puisse offrir des espaces sécurisés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'interdiction est peut-être quelque chose, voilà, où les pays qui l'ont déjà mis en place, les élèves savent la contourner. Donc, comment, plutôt qu'interdire quelque chose qui est mauvais, on change ce qu'on propose. Donc, au lieu de mettre plus haut la bouteille d'alcool, c'est est-ce qu'on ne peut pas offrir une boisson qui soit adaptée à l'âge de la personne. C'est peut-être une métaphore un peu exagérée, mais je Mais pense on est capable de se transposer dans ta métaphore. voilà. Donc, je pense qu'il faut un bar adapté aux enfants, donc oui, aux jeunes. Donc, mais on ne peut pas, au fait, on ne peut pas les priver du plaisir d'avoir un drink adapté à leur âge. Donc, c'est plutôt cet élément-là, c'est comment on redesign les environnements numériques pour qu'ils soient propres. Donc, là, aujourd'hui, ce sont ces compagnies qui, en utilisant tous nos biais cognitifs, ils ont fait des applications perverses pour voler l'attention et engager d'une manière très importante. Comment on crée des alternatives qui permettent d'avoir des espaces davantage adaptés. C'est un gros défi et ça demande aussi de
de ne plus être que utilisateur et aussi créer à travers des projets d'autres environnements qui soient intéressants pour les jeunes. J'aime ça. J'aime aussi, Margarida, que tu nous aies ramené parce qu'effectivement, après avoir parlé de toutes les compétences, de tout ce qu'il fallait faire apprendre aux élèves, on aurait dit que, mon Dieu, la montagne était donc bien grande à monter, mais il faut se rappeler qu'il faut y aller un pas à la fois, mais surtout s'assurer que les enseignants sont bien accompagnés, puis qu'on s'élève ensemble en compétences. Puis pas que ça devienne, pas qu'ils deviennent seuls avec cette charge-là sur les épaules. Puis je pense que j'ai vu André Bernier aussi débuter tout de suite en disant, mais il faut développer la compétence chez les enseignants. Fait que oui, clairement, là, pour que l'expérience d'apprentissage se transforme, tu as terminé avec ça aussi, c'est dans des projets tranquillement où ça va s'intégrer, mais il faut le faire ensemble, puis un pas à la fois. Merci. Marc-André, toi, qu'est-ce que tu dirais? Comment l'expérience d'apprentissage doit évoluer, se Ben, l'expérience transformer? d'apprentissage, c'est un résultat, hein. C'est le résultat de ce qu'on met en place pour qu'elle évolue. Puis moi, j'ai eu le goût de parler de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la faire évoluer. Puis une des premières choses qui me vient en tête, depuis tantôt, on parle de compétences transversales, on en a Mhm. parlé plein. Ben, il faut qu'on arrête de cloisonner les matières dans un premier temps, parce qu'on dirait que chacune des matières existe par elle-même au sein du cursus. Fait que moi, je suis prof de français, je ne parle pas avec le prof de maths parce que c'est un matheux, puis moi, je suis un linguiste, et puis c'est tout, tu sais. Mais alors qu'en réalité, il faut qu'on travaille sur ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise ou ce qui nous différencie. Et on doit pouvoir, pour donner du sens aux élèves à l'école d'aujourd'hui, à leur expérience d'apprentissage, ben, on doit donner du sens. Puis quand on divise les 9 matières, admettons au secondaire, dans certains niveaux, là, avec des cloisons épaisses, ben, à ce moment-là, les élèves ne trouvent pas ce sens-là. Donc, on veut trouver une trame narrative à travers tout ça qui va permettre cette collaboration-là entre les enseignants pour pouvoir développer les fameuses compétences transversales pour que l'expérience d'apprentissage ne fasse pas juste évoluer, mais qu'elle s'étoffe aussi, qu'elle s'élargisse puis qu'elle se bonifie. Ça, c'est la première chose. Puis quand on parle aussi de cloison, mais on va parler, puis ça écrit un petit peu dans le chat, les parents. L'école a le dos large et puis on a beaucoup de responsabilités, puis il y a beaucoup d'attentes envers l'école, mais il y a un rôle aussi à jouer par les parents. Il y a un rôle à jouer par les villes, les provinces, etc., etc. Tout ça ne repose pas juste sur le dos de l'école. Puis je viens de commencer, là, je viens de le commander, le livre, je ne l'ai pas vraiment lu, mais le livre s'appelle L'emprise scolaire, quand trop d'écoles tue l'école. Donc, est-ce que, pas juste en termes de quantité, mais en termes de responsabilité, l'école, elle Ouais. est omniprésente, puis est-ce ça finit par nuire à son rôle, justement, de formation, d'instruction, mais aussi d'éducation? Donc, et puis, qu'est-ce qui peut revenir aux parents? Qu'est-ce qui peut revenir aux socio-culturels? Qu'est-ce qui peut revenir aux villes? Et j'en passe. La flexibilité aussi pour que les élèves puissent choisir leur posture d'apprentissage, choisir les outils avec lesquels ils travaillent. À l'heure actuelle, tout est contrôlé. Ça commence avec la cloche, ça finit avec la cloche. On doit sortir les outils que le prof nous permet d'utiliser. On doit avoir ça qui est sorti sur le bureau. Le reste doit être dans le sac. Le sac doit être dans le casier. Tout est contrôlé. Les élèves n'ont pas d'espace pour prendre des décisions. Alors, pour faire évoluer cette expérience d'apprentissage-là, il faut leur donner accès à des décisions. Il faut leur permettre de prendre des décisions. Et dans ces décisions-là, c'est de choisir, vu qu'on parle d'IA, quels outils sont utiles, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, avec quelle intention. Choisir leur aménagement de travail, choisir aussi les plans de travail. Des fois, c'est le temps pour de l'enseignement dirigé, mais des fois aussi, c'est le temps pour que les élèves puissent faire des choix. Puis aussi, bien, on parlait d'intentionnalité tantôt, j'en ai parlé il y a Ouais. quelques secondes, bien, c'est de faire des choix éclairé, puis d'aller chercher l'expertise de l'enseignant pour dire, ben voici le travail que tu me demandes, voici comment je l'envisage, j'exploite ma créativité. Maintenant, quel serait le meilleur outil et comment je peux utiliser cet outil-là pour y parvenir. Donc, c'est plus de latitude, plus de choix, alors qu'on est dans un mode de contrôle. J'adore, je retiens beaucoup de choses, mais particulièrement la collaboration, dans le fond, le faire ensemble. Le faire ensemble. Ça, je gardé du sens. Fait que merci, Marc-André. Simon? Puis là, ensemble, inclut l'élève, hein, Stéphanie, excuse-moi, Mais là. ben là, clairement, parce que si on parle des élèves et qu'on se concentre autour d'eux en ce moment en lien avec l'IA, clairement qu'ils doivent faire partie de la machine. Tu sais, si on parle de transformer l'expérience d'apprentissage, il faut aussi les questionner sur ce qu'ils aimeraient vivre et faire et leur donner, tu te dis, de leur donner du pouvoir d'action, puis c'est comme ça qu'ils développent leur autonomie. Ça, c'est wow. Simon?
Je vais continuer à pousser cette idée-là Ah encore plus oui. loin. Si on veut amener à nos élèves, on parlait plutôt de comment est-ce qu'on les forme pour une école, pour un monde qu'on ne pourrait pas encore vraiment définir parce que tout change rapidement. Ben, je pense qu'il faut qu'on les amène à être capables de pas juste suivre une recette, mais être capables de faire, d'inventer la recette eux-mêmes. Je pense que quand on adopte, par exemple, une pédagogie d'approche par projet en classe, dans lequel on est vraiment en résolution de problèmes, puis pas juste des problèmes. Tu sais, quand je parle de résolution de problèmes, là, c'est pas juste avoir sa liste d'exercices en mathématiques puis devoir passer au travers, mais vraiment des problèmes complexes dans lesquels, quand l'élève commence, il sait pas encore trop exactement qu'est-ce qu'il va avoir à la fin parce qu'il y a une décision à prendre sur c'est quoi le produit final qu'il veut créer. Puis après ça, bon, ben la situation initiale, est-ce que j'ai toutes les informations? Non, je vais peut-être devoir aller en chercher. Est-ce que je pourrais aller chercher le point de vue de quelqu'un qui s'y connaît? Il y a plusieurs sources d'informations que je peux mobiliser, lesquelles je vais mobiliser, et les amener dans tout ce processus-là qui est souvent itératif de on va voir c'est quoi la situation, on travaille ensemble, les élèves ont plusieurs choix à prendre, c'est eux qui vont déterminer comment est-ce qu'ils veulent résoudre ce problème-là, c'est quoi la finalité qu'ils visent. Donc, d'être vraiment dans une approche par projet, des choses qui sont complexes dans lesquelles ils ont à travailler en collaboration avec d'autres personnes, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut leur faire pour les amener à développer toutes ces compétences transversales-là qui vont donc bien être utiles. Parce qu'on s'entend, si on demande à n'importe quel enseignant, ben, il y a 10 ans, je t'aurais montré, tu sais, je reprends ma phrase, si il y a 10 ans, on avait enseigné, formé les enseignants à dire voici la recette à suivre pour gérer le numérique, ben, la recette Ah est oui. très à jour depuis longtemps. Je veux dire, même si aujourd'hui on faisait une recette sur voici comment gérer l'IA en classe, possiblement que dans un an, la recette ne sera plus à jour encore. Ouais. Donc, il faut amener les élèves à être dans une posture dans laquelle ils sont mobilisés, qui ne sont pas juste des réservoirs passifs à accumuler de la connaissance, mais qui font preuve de cette agentivité-là, qui Ouais. mobilisent leur père, qui mobilisent des connaissances pour les pousser vers développer ces fameuses compétences-là. Tellement. Ben, j'ai l'impression que tu as décrit le développement de l'esprit, je vais perdre la voix, de l'esprit d'entreprendre. On dirait que tu viens de me parler d'une démarche où les jeunes ont de l'espace pour réfléchir sur leur environnement, ce qu'ils ont envie de transformer, puis de le faire ensemble. C'est exactement ça. C'est très wow. Euh, Emmanuel, Ouais, je vais revenir sur l'histoire. Tout ce que j'entends, c'est tout à fait ça. L'école, elle est faite à la base pour faire des travailleurs pour le système de production, en fait. Ça a commencé aux États-Unis, la démocratisation du système scolaire. Et à partir de là, elle est basée sur l'usine. C'est vraiment standardisé. On mange tous à la même heure. On a les pauses. Les enfants sont classés par âge de fabrication, par année de fabrication. Tout est basé sur l'usine. C'est ça le problème. Donc, c'est basé sur ce que disait Marc-André, le contrôle. Donc, on veut ouais, contrôler le truc. Mais le problème, c'est si on fait maintenant que les enfants sont des designers eux-mêmes, comment on fait pour adapter l'école? Alors moi, mon problème, par exemple, avec l'IA dans mes cours, quand je forme les enseignants, c'est pas l'IA. On parlait de tricherie et du contexte. Quand ils trichent, en général, ou quand ils copient, c'est quoi l'ennemi? C'est pas parce qu'il y a l'IA qui est disponible. C'est parce que tout le système est focusé sur l'évaluation. Et le résultat est la note. Et c'est ça mon ennemi, moi. Moi, l'ennemi d'un apprentissage authentique, c'est vraiment que j'ai des étudiants en face, parfois, qui ne décrochent pas, que eux, ils veulent juste une bonne note, parce qu'ils ont payé, parce que ta. C'est tout un système derrière qui fait que la note, c'est le premier truc. Et ça, c'est un ennemi de. J'ai mis une référence là-dessus dans le Canva. C'est l'ennemi d'un apprentissage authentique. S'il focus que sur la note et pas sur le processus, c'est le problème. À partir de là, pour faire des petits pas, pour moi, ce qui est important, c'est d'expérimenter, bon, dans la pédagogie de projet, tout ce qui a été dit, l'apprentissage l'évaluation par les pairs, l'évaluation, l'auto-évaluation, l'évaluation formative, beaucoup plus d'évaluation formative. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA aujourd'hui permet aussi de faire de l'évaluation formative par rapport à de l'auto-évaluation formative. Donc, c'est utiliser tous ces trucs-là pour sortir un petit peu de l'évaluation sommative qui tombe euh, et qui tout le monde court après ça. Le problème, reste comment on standardise en fait tout ça, parce que c'est quoi un diplôme alors? Si tout le monde fait son propre projet,
comment on fait le diplôme? C'est ça la tension qu'il y a et c'est ça qui est, je trouve intéressant comme question, mais j'ai pas la réponse. Voilà. Mais j'ai aimé comment tu nous as amené dans cette réflexion-là. J'ai beaucoup aimé l'idée d'amener les jeunes à devenir des designers, dans le fond, de leur Ben c'est expérience. ça, C'est c'est que, ça. Quand j'ai commencé, moi, au début, pour former les enseignants, j'ai dit il faut qu'ils soient bons en ergonomie parce qu'ils produisent du matériel. Tout le monde me disait, c'était les années 2000. Mais non, mais l'ergonomie, c'est fait pour les concepteurs de logiciels. Non, non, il faut des compétences en ergonomie. Maintenant, il faut qu'ils soient concepteurs de logiciels, les enfants, je dis les enseignants. Mais à plus long terme, c'est les enfants qui doivent être des concepteurs, des designers de logiciels. c'est Donc, ça. c'est ça un peu le. Mais comment on évalue tout ça? Oui, après ça, il y a l'évaluation. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un certain lâcher-prise à faire pour être en mesure de rebrasser les règles du jeu, respecter les règles du jeu, mais remettre au sens au cœur de ce que vous avez dit, au centre, le développement de ces compétences-là, pour que ça puisse trouver un équilibre. Tellement merci pour votre générosité, pour votre expertise. C'était de haut niveau. Moi, je suis enchantée de vous avoir entendu. L'exercice final qui nous amène à la fin commence maintenant. J'ai envie que les invités, les participants, vous contribuiez dans le clavardage. Le mot de la fin pour nos invités. J'ai envie que ce soit un mot, puis vous aurez un peu d'espace pour l'expliquer. Mais j'ai envie que dans le clavardage, vous le dites aussi, ce qui résume finalement l'échange autour des compétences que les élèves doivent développer, les jeunes, les étudiants doivent développer aujourd'hui. Euh, Emmanuel, tu as le micro ouvert, vas-y donc. Je vais reprendre ton mot en fait, parce que c'est tout à fait par rapport au contrôle, c'est vraiment le lâcher prise. Et alors, c'est des Ah, petits pas, mais à un moment donné, même moi, comme enseignant, il y a des choses qui me font peur avec l'IA, quelqu'un qui arrive avec une vidéo complètement faite. Non, il faut aller un petit peu, tu vois, va vers ton risque. Hein, ce que je l'ai dit au début, c'est va vers mhm. ton risque, ne choisis pas la facilité, mais toi-même, mets-toi un peu en danger. Alors, avec des petits pas, mais. Donc, c'est lâcher prise un petit peu, ouais, c'est ça qui, je trouve, c'est le plus difficile. Merci. Simon, je regarde les Oui, micros ouverts, j'y vais de même. je vais pas dire va vers ton risque, mais je vais dire mobilise ton réseau parce que si jamais tu veux changer ton approche en classe, si jamais tu veux essayer des choses, peut-être que quelqu'un d'autre l'a essayé, peut-être que tu seras le premier, mais après ça, tu pourras être un exemple pour les autres. Réseaute, parle aux autres, collabore. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans tout ça. J'adore Marc-André. Comme le disait Michael Jackson, You are not alone. Fait que, essentiellement, le réseau, les autres, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Fait que d'aller vers les autres, travailler avec les autres pour parvenir. On n'y arrivera pas si on travaille toujours tout seul, si on travaille dans nos petits coins, dans nos petites matières, etc. Je pense que donner les lettres Ouais. de noblesse à l'éducation, c'est de travailler ensemble pour quelque chose qui est plus Ensemble. grand que chacune de nos matières. Clairement, Marc-André, merci. Margarida? Ouais, je vais pas chanter, mais je reprends. Et voilà, co-créativité aussi, avoir un esprit un peu joueur, donc tester des choses, puis voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et partager. Tellement, ça nous permet d'avancer tout le monde dans la même direction. J'adore, merci énormément. Euh, la prochaine table ronde, la dernière de cette série, aura lieu le 25 mars prochain à midi. Et le thème, c'est comment l'IA transforme-t-elle les pratiques d'enseignement? Emmanuel, tu vas aimer ça. Et d'évaluation. Donc, nos invités seront Alexandre Bazinet, que je salue, j'ai vu qu'il est avec nous, Marius Bourgeois, Martin Parent et Normand Roy. Merci tellement pour votre présence. On se donne rendez-vous le 25 mars prochain. Inscrivez-vous. On a mis le lien dans le clavardage. Tout est là, puis l'École branchée va faire un article pour résumer et partager le lien de rediffusion. Donc, si vos collègues ont manqué ça, je pense que ça vaut la peine d'être partagé pour nous permettre de faire grandir cette grande réflexion-là en action, un pas à la fois, mais le faire ensemble. Puis incluons les parents dans la démarche. Ils doivent faire partie des acteurs qui agissent positivement sur le développement de cette compétence essentielle. Euh,
numérique, finalement, les compétences numériques, mais la citoyenneté éthique à l'ère du numérique chez leurs enfants, vers un usage réfléchi et équilibré des technologies. Merci tout le monde, merci le réseau Edcamp, merci à nos invités, vous êtes extraordinaires, des vrais rockstars édu. On vous aime, merci, merci, bon après-midi tout le monde, ou bonne soirée pour nos collègues de la Belgique. À une prochaine fois.